de salaire. On nous empêche de travailler, on n'a plus de sous. Comment ça J'ai rien, madame. J'ai rien, madame. On est dans on va être enfermé dedans. C'est pas une idée. C'est pas le terminal tout en haut, là-haut, hein. Et là, tu vas forcément voir des courants vont chez la loi Je suis en train de faire l'athlétisme ici. Faire l'athlétisme ici. Pendant l'interview, vous regardez moi à la caméra. Oui, oui. Le micro, je le tiens. Pour les associations, je vais tenir le micro. Votre nom, votre prénom? Anne-Victoria Farge-Vallée. Vous l'écrivez comment le nom de famille? Farge-P-A-2-L-E-T. Et donc du coup, je mets avocate. Avocate au barreau de Paris et d'Avignon. Ok. Et vous défendez combien de dossiers sur... Là, je défends à peu près une quarantaine de dossiers, dont 34 qui ont déjà été déposés devant le tribunal administratif de Nîmes, parce que ce sont des soignants du Vaucluse, mais qui dépendent de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Expliquez-nous pourquoi ce rassemblement, pourquoi est-ce qu'ils sont tous ici? Alors, ce rassemblement est surtout pour protester sur la façon dont leurs dossiers sont traités par le tribunal administratif. En effet, je tiens d'abord à rappeler que le tribunal administratif, qui a été créé par la Révolution, a pour vocation de défendre et protéger le citoyen contre l'administration et contre l'État pléthorique.
tous ces soignants ont été suspendus manu militari en application de la loi du 5 août 2021, alors que pour 80%, ils étaient en arrêt maladie. Et d'ailleurs, l'autorité de tutelle des hôpitaux, l'ARS, a fait passer une circulaire le 23 septembre en spécifiant bien que les soignants qui étaient en arrêt maladie ne devaient pas être suspendus et surtout que leur rémunération, c'est-à-dire leurs indemnités journalières, ne devaient pas être suspendues. Or, les CHU du Vaucluse ont malgré tout suspendu les soignants qui étaient en arrêt maladie. Si bien que j'ai déposé des requêtes en annulation de ces décisions de suspension, mais parallèlement, j'ai aussi déposé des référés fondés sur l'article L521.1 du Code de la justice administrative qui demande, en cas d'urgence, la décision de suspension soit suspendue. Et l'urgence, il y a une jurisprudence constante du Conseil d'État qui dit que l'urgence est présumée à partir du moment où il y a une suspension de la rémunération. Donc pour moi, il n'y avait pas de difficulté à ce que l'urgence soit reconnue par le tribunal administratif, d'autant que j'ai monté tous mes dossiers en prouvant la situation financière de ces soignants, c'est-à-dire leur rémunération, leur charge, le nombre d'enfants à charge, les prêts, les crédits, etc. J'en ai, par exemple, j'ai une soignante, 4 enfants, qui vit dans un mobil-home parce que son mari est décédé l'année dernière et on a suspendu alors qu'elle était en arrêt maladie. Elle est aujourd'hui en hôpital psychiatrique. Elle a un dernier enfant qui est handicapé. Vous vous doutez bien qu'elle ne peut absolument plus rien faire. J'en ai une autre qui n'est pas en arrêt maladie, mais une anesthésiste qui a 85 jours de RTT, de congé à récupérer parce que l'année dernière on l'a fait bosser comme une dingue. Eh bien, on a préféré la suspendre plutôt que de lui donner ses RTT. Et ça, c'est scandaleux. Donc j'ai fait mes procédures en référé. Eh bien, ici, le juge qui est en charge des soignants, c'est-à-dire des agents publics et de la fonction hospitalière, qui s'appelle Christophe Tantier, rejette systématiquement nos demandes en indiquant que nous ne prouvons pas qu'il y a urgence, si tant est que les faits soient avérés. Vous vous rendez compte? Nous ne prouvons pas qu'il y a urgence, et notamment qu'il y a des conséquences immédiates et graves pour les soignants quand on ne paie plus les traitements. Et deuxièmement, son deuxième argument est de dire les hôpitaux ont pris des décisions qui sont des décisions à valeur constitutionnelle parce que c'est pour la protection de la santé publique. Et enfin, la dernière motivation qu'il a sortie dans les 2 dernières décisions, c'est qu'au fond, s'ils sont dans cette situation, c'est leur faute, c'est leur propre problème. Donc vous comprenez bien que quand on va dire ça à des soignants qui crèvent de faim aujourd'hui, on a été obligé, Réaction 19 a été obligé de mettre en place une cagnotte pour les aider à se nourrir. Ces soignants-là qu'on ne va pas entendre devant la juridiction, qui ne peuvent pas avoir un débat contradictoire et expliquer pourquoi il y a une urgence et pourquoi aussi la décision de suspension est illégale. Parce que par exemple, on ne les a pas convoqués en application de l'article 30 de la loi de 83, on ne les a pas convoqués pour pouvoir s'expliquer dans le cadre des sanctions disciplinaires. Alors surtout que la loi de 2021, du 5 août, ne spécifie pas que ne pas se faire vacciner est une faute grave. On ne les a pas demandé de s'expliquer aussi sur le fait que l'article 40 de la loi de 86 stipule que tous les soignants ont droit à des congés maladie, alors qu'ils sont en congé maladie et qu'ils ont payé leur cotisation pour ça. Il faut d'ailleurs que vous sachiez à ce propos que les soignants qui sont contractuels, eh bien l'hôpital a une délégation de la CPAM pour que l'hôpital paye les indemnités journalières qu'elle verse à l'hôpital. C'est l'hôpital qui reverse. Un hôpital qui ne paie pas un contractuel qui est en arrêt maladie, eh bien, fait de l'abus de droit parce qu'il conserve de manière indue les sommes qu'on lui a versées pour un tiers. Quant aux soignants qui sont titulaires, eh bien, eux, ils ont payé leur cotisation. L'hôpital et son propre auto-assureur et il doit les payer. Donc pas de respect de la règle qui a été légale et qui est d'ordre public, pas de respect non plus des motivations et des consignes qui ont été données par l'ARS et par le ministère de la Santé. Donc ils ont vraiment de réelles raisons de ne pas être contents parce que leur cas n'a pas été pris en considération.
Ben, je vous demande juste de vous redécaler ici pour la deuxième question parce qu'on a un peu bougé. Voilà, hop. Et bougez pas du tout, je fais juste le petit réglage qu'on a bougé. Hop. Du coup, les demandes ont été rejetées. Entre guillemets, ils avaient été prévenus de la suspension en cas de non-vaccination. Vous pensez pouvoir faire l'annuler cette suspension? Moi, je pense qu'on finira par faire annuler la suspension. Là, on est dans le cadre de la procédure au fond, parce qu'il y a de nombreux moyens de droit et nous irons jusque devant le Conseil d'État. C'est parce que le Conseil d'État doit appliquer le droit et rien que le droit. Mais quand on analyse le droit, on s'aperçoit que rien n'est régulier, rien n'est légal dans cette loi du 5 août 2021. Déjà, par exemple, il n'y avait pas de décret d'application pour les soignants. Et on soutenait ça depuis le début. Finalement, le décret d'application a été pris le 23 septembre. Ça veut dire déjà que les soignants qui ont été suspendus entre le 15 et le 23 septembre, il n'y avait pas de décret d'application. Ensuite, l'ARS devait donner son avis. Eh bien, l'ARS n'a donné son avis que le 9 septembre. Et qu'a dit l'ARS? L'ARS a dit qu'en l'état des connaissances actuelles, elle ne pouvait pas indiquer quel était le schéma vaccinal qu'il fallait appliquer. Et d'ailleurs, la meilleure des preuves, c'est qu'aujourd'hui, on en est à la 3e dose, alors qu'en août, on en était à 2 doses. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas de schéma vaccinal établi. Et tout est ainsi. C'est-à-dire que chaque texte qui a été pris, voté, eh bien, comporte des erreurs, comporte des inapplicabilités. Et avec le groupe de travail de Réaction 19, Carlo Alberto Rosa, nous analysons les textes. Nous sommes des avocats, on est là pour analyser les textes. Alors, outre le fait que moi je suis une avocate militante et que je défends tous ces gens-là parce qu'ils en ont besoin et que je considère que tous les avocats devraient défendre les atteintes aux libertés fondamentales, parce que c'est notre rôle, il faut se rappeler que la révolution de 1789, elle a été faite grâce aux avocats aussi, avec des Mirabeau, des Robespierre, des Danton. On ne va pas parler de comment ça a tourné après, mais c'est eux aussi qui étaient là pour défendre nos droits. Nous sommes là pour ça. Moi, j'agis pour la défense de ces gens, parce qu'aujourd'hui, porter atteinte à leur salaire, c'est porter atteinte à la dignité humaine. Et c'est contraire à la Déclaration française des droits de l'homme, à la Déclaration européenne des droits de l'homme, à la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est porter atteinte à leur vie privée, c'est porter atteinte à leur intégrité physique. Parce que malgré tout, on ne peut pas oublier que l'on est, et ce sont des soignants, ils le savent, on est dans le cadre d'une vaccination qui n'en est pas une et qui est expérimentale. Chacun devrait pouvoir faire son choix. Et sur quel argument vous pensez pouvoir faire ôter cette suspension justement? Alors, la suspension, comme je vous l'ai dit, au fond, sur les arguments que je viens de développer, en sachant qu'il y a 2 autres arguments que j'ai développés en référé, à savoir le non-respect de l'article 30 de la loi de 83 sur le droit à avoir une sanction disciplinaire contradictoire en pouvant se défendre, et c'est aussi l'article 6 et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit d'avoir ses congés maladie quand on est en arrêt maladie, parce qu'on a payé pour ça, qu'on est un état de droit, on est devenu un état d'une réelle barbarie. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils ont payé des cotisations très lourdes et ils ne peuvent pas bénéficier des cotisations pour lesquelles ils ont payé lorsqu'ils sont en maladie. Donc je considère que le Conseil d'État ne peut pas faire autrement que de nous donner raison un jour, puisqu'il y a des atteintes à des libertés, à des textes fondamentaux. Maintenant, sur le référé, je considère qu'il y a urgence. Ensuite, le tribunal administratif, en référé, peut très bien dire « Ok, il y a urgence, mais il y a une deuxième condition. » La deuxième condition, c'est que vous devez démontrer qu'il y a au moins un des moyens que vous soulevez au fond qui est valable. Le tribunal administratif de Marseille lui a même pas statué sur l'urgence. Il a dit « Vous ne démontrez pas qu'il y a un des moyens que vous soutenez au fond qui est valable et qui peut permettre l'annulation. » Sans dire lequel, sans dire pourquoi. Alors que moi, je considère qu'on a des vrais moyens de droit. Merci. Merci beaucoup. C'est votre assistant, je crois qu'on a téléphoné. Oui. Voilà, et je remarque que les reporters indépendants sur les réseaux sociaux il m'a envoyé aussi les dossiers, comme quoi le juge s'est permis d'avoir 3 dossiers de personnes qui ont fait
Voilà, donc nous sommes dans la cour du tribunal administratif de Nîmes qui doit statuer sur plusieurs dossiers cet après-midi après avoir rejeté déjà un sacré nombre de dossiers sans même les avoir réellement étudiés apparemment. Donc aujourd'hui, cette manifestation avec le canon. Ouais, d'accord. Systématiquement le dossier sans même nous laisser la possibilité de le plaider. Il balaye d'un revers de manche le projet en disant si tant est que les faits soient avérés, c'est-à-dire que dans les pas son rapport, c'est-à-dire que c'est une personne avec 3 enfants, 4 enfants, etc. Donc si tant est que les faits sont avérés, vous ne rapportez pas la preuve qu'il y a des conséquences graves et immédiates de la suspension du traitement. Que peut-on faire? Moi, je produis les bulletins de salaire, je produis toutes les charges, je les livrets de famille, je produis tout. Il a toutes les preuves. Et son deuxième argument est de dire eh bien, l'hôpital a pris une décision à valeur constitutionnelle dans le cadre de la protection de la santé, pour la protection contre le Covid-19. Et puis, la troisième argument qu'il a soulevé dernièrement, c'est leur problème. Ils se sont mis dans cette situation-là, qui se débrouillent. Mais ce qu'il y a de plus violent, c'est que ce juge en moins de 2 heures. Vous déposez une requête, 2 heures après, il a rendu sa décision, alors qu'il n'a pas étudié le dossier qui fait 250 pages, alors qu'il ne nous a pas convoqué en audience. Mais c'est vrai qu'il a le droit, si on considère qu'il n'y a pas d'urgence. Par contre, ça fait une scission. Une première scission entre les soignants vaccinés, soignants non vaccinés. La deuxième scission, c'est que les soignants du Gard ont été entendus en audience. Leur demande a été rejetée en référé, mais ils ont été entendus en audience. Donc pourquoi les soignants du Gard qui sont dans la même situation que ceux que je défends, c'est-à-dire qu'ils sont des soignants non vaccinés, pour la plupart en arrêt maladie,
bien, pourquoi ceux-là, ils ont été entendus en audience avec leur avocat et que les soignants que je défends, et il y en a tout de même 34 de dossiers qui ont été déposés, eh bien, pourquoi ceux-là n'ont pas le droit de venir en audience publique s'expliquer et indiquer et parler, parce que vous savez, ça leur ferait vraiment du bien de voir que leur cas est pris en considération. Je rappelle une nouvelle fois, le tribunal administratif a été créé par la Révolution pour défendre et protéger le citoyen contre l'administration et l'État pléthorique. Est-ce qu'on peut dire que le tribunal administratif joue aujourd'hui son rôle, sachant que les éléments juridiques sur lesquels je me base sont des éléments d'ordre public. Par exemple, un soignant qui est suspendu, certes en application de la loi du 5 août 2021, a parfaitement le droit d'exiger, en application de l'article 30 de la loi de 1983, de passer en conseil de discipline et de se défendre, en sachant que la disparité et la discrimination, c'est qu'un soignant qui commet une faute grave à l'hôpital, il va passer en conseil de discipline, il ne va pas être suspendu et il va toucher sa rémunération. Le soignant qui n'est pas vacciné et qui plus est en arrêt maladie, alors qu'il n'a aucun impact sur les patients puisqu'il est hors de l'hôpital, celui-là, eh bien, il n'a pas le droit de passer au conseil de discipline, sachant d'ailleurs que la non-vaccination n'est pas considérée comme une faute grave par la loi. Il n'a pas le droit de passer au conseil de discipline, il n'a pas le droit d'avoir le maintien de son traitement pendant les 4 mois de la procédure. Pourquoi est-ce que les soignants qui sont en arrêt maladie, ils n'ont pas le droit à toucher leurs indemnités journalières alors qu'ils paient pour ça, qu'ils paient des cotisations et que l'article 30 de la loi de 86 stipule que tous les agents publics ont droit à des indemnités de maladie. Ils ont cotisé pour ça. L'hôpital d'ailleurs conserve des fonds qui ne lui reviennent pas parce que les soignants qui sont des contractuels, eh bien, l'hôpital a une délégation de la CPAM qui verse à l'hôpital et l'hôpital doit reverser aux soignants. Si bien que là, à l'heure actuelle, l'hôpital, tous les contractuels, touchent les indemnités journalières, mais les encaisse et les garde. Et pour les soignants qui sont titulaires, l'hôpital sert d'auto-assurance, il encaisse des cotisations, mais il les garde aussi. Donc on est véritablement dans une situation d'escroquerie aux soignants. Alors là, devant le tribunal administratif, on est dans le cadre d'un déni de justice, puisqu'on ne juge pas et on n'applique pas les règles fondamentales du tribunal administratif. Et l'hôpital, on a des escrocs en face qui encaissent de l'argent qui n'est pas à eux. Quel moyen ne reste-t-il, maître, pour que ce dossier puisse être examiné? Alors, référé suspension, je peux déposer autant de référés que je veux à partir du moment où j'ai un argument nouveau. Alors on va le faire. Ensuite, je vais déposer des référés liberté parce que la différence entre le référé suspension et le référé liberté, c'est que le référé liberté doit être jugé en 48 heures. Il démontre qu'il y a une atteinte à une liberté fondamentale, mais surtout, s'il est rejeté, on peut aller devant le Conseil d'État qui statue en cours d'appel. Et à ce moment-là, il statue rapidement. Alors que le référé suspension, eh bien, quand on est rejeté, on ne peut aller que devant le Conseil d'État qui statue en cours de cassation. Et là, c'est 1 an de procédure. Et je travaille sur ces dossiers avec un cabinet fameux à la Cour de cassation qui s'appelle le cabinet Longtemps, qui est un très très gros cabinet, très important cabinet par sa qualité. Et donc, nous avons décidé maintenant d'introduire en masse des référés liberté. On ira inonder le Conseil d'État de procédures d'appel si on nous rejette des référés liberté. Et donc cet après-midi, comment ça se passe en fait clairement pour les gens qui ne connaissent pas le système justement du tribunal administratif? Là, il y a des dossiers qui doivent être examinés par le... Là, ils ont tous été examinés, les dossiers ont tous été examinés jusqu'à vendredi dernier. Pour ceux que j'ai déposés moi, ils ont tous été rejetés sans qu'on puisse plaider. Et il y a 4 ou 6 dossiers qui ont été plaidés par un autre confrère pour les soignants de Nîmes. Donc eux, ils ont eu une chance que nous n'avons pas eu alors que les motivations étaient les mêmes, les cas de figure les mêmes. Ils ont pu plaider, mais de toute façon, ils ont été rejetés eux aussi. D'accord. Donc ce qui voudrait dire comment ça se passe? On sait que la justice est indépendante, mais est-ce qu'il y a des... La justice n'est pas indépendante, c'est une erreur de le croire. Les seuls juges qui sont indépendants, pour moi, sont les juges judiciaires. Et
quand ils ne sont pas motivés par la progression hiérarchique, ils sont vraiment indépendants. Et il y a des juges vraiment formidables qui ont pris des positions et qui sont très honnêtes dans leur façon de juger. Après, j'ai vu de tout. J'ai 43 ans de carrière, vous savez, donc j'ai vu toutes sortes de juges. Et j'ai vu des juges qui m'ont dit aussi un jour, moi, j'aurais voulu être avocat, mais j'ai pas choisi d'être avocat pour le pouvoir. Ce à quoi j'ai répondu, j'ai choisi d'être avocate pour la liberté. La liberté déjà d'expression, dire ce que je pense. Vous sous-entendez donc que ce juge-là, notamment, n'est pas libre de ses choix et de son jugement. Alors, je ne dis pas ça. Ou alors il est partie prenante dès le départ, en fait. Je pense que ce juge est partie prenante, c'est-à-dire qu'il ne juge pas en équité, il ne juge pas de manière objective, mais il juge parce qu'il considère que, et ça c'est de manière tout à fait subjective de sa part, que la vaccination est absolument nécessaire et obligatoire. Et du coup, il perd de vue les droits qu'ont ces gens-là, et il perd de vue aussi que ces gens-là, ce sont ceux qui le soignent quand il va à l'hôpital, et que l'année dernière, on les applaudissait tous à 20h, alors qu'ils sont partis soignés sans masque, sans blouse, dans des conditions exécrables. Et là, aujourd'hui, on les vire parce qu'ils disent, non, moi d'abord je suis malade. Vous savez que dans ceux qui sont malades, il y en a beaucoup qui sont en burn-out et en dépression de l'année dernière. C'est-à-dire que leur état de maladie était antérieur à la loi du 5 août 2021. Beaucoup, il y en a qui ont eu des problèmes physiques parce qu'ils ont trop travaillé, ils sont tombés, il y a eu des chutes, ils ont dû soulever des patients qui étaient trop lourds, des capsulites, etc. Et ça, on n'en tient pas compte, bien évidemment. Ce sont des gens qui sont malmenés et sans eux, on ne peut pas vivre. Vous savez bien que les trois pôles de notre État, c'est la santé, la justice et puis l'éducation. Aujourd'hui, où va la justice, où va l'éducation, où va la santé? Merci beaucoup. Et bah voilà, j'espère que, en tout cas pour la suite, en tout cas au Conseil d'État, que on se sera un peu plus entendu que ça. Le Oui. Conseil d'État sur ce qui se passe à Nîmes. Parce que le Conseil d'État, c'est l'autorité de tutelle du tribunal administratif. C'est pas le Conseil de la magistrature. C'est une spécificité française. Le tribunal administratif, ça n'existe qu'en France. Mais précisément, ça a été créé pour protéger le citoyen. On ne voit pas comment aujourd'hui le tribunal administratif protège le citoyen. Oui, d'autant qu'on voit qu'il y a eu quand même des cas, par exemple, dans le privé, puisque les personnels qui sont allés au prud'homme ont obtenu gain de cause. Enfin, Oui. pas dans tous les cas, mais... Dans tous les cas, mais moi, je plaide plusieurs affaires au Conseil de prud'homme. Je vais plaider au prud'homme d'Arles le 9 décembre pour des soignants et le 20 décembre pour des soignants aussi, et il va y en avoir d'autres. D'accord. Donc j'aide et je suis là pour apporter mon assistance à tous les soignants, quels qu'ils soient, qu'ils soient du privé, du public ou libéraux, parce que ceux-là aussi, Bien sûr, oui, ils sont touchés. on est en train de leur faire cesser leurs activités. C'est scandaleux. Oui, parce qu'effectivement, on est incapable de... Déjà, le ministère est incapable de dire combien de soignants dans les hôpitaux publics sont touchés par cette obligation, enfin, par le fait de ne pas avoir, de pas s'être vacciné et donc d'être suspendu actuellement depuis 2 mois. Et en fait, on est incapable de savoir combien il y en a, mais on ne sait pas du tout non plus combien il y a de soignants, enfin du secteur médico-social qui sont touchés par cette affaire. Oui, mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de services qui ferment. Et je pense que le citoyen, les citoyens français, devraient soutenir les soignants, même s'ils ne sont pas du même avis sur la vaccination. Parce que sans les soignants, ils vont passer des heures au service des urgences, ou alors il y a des services des urgences qui ont carrément fermé. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez votre enfant qui a une méningite là. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez au service des urgences et il n'y a personne pour l'accueillir parce qu'on a voulu obliger des gens à se faire vacciner alors que c'était contre leurs principes et surtout parce que c'est une vaccination expérimentale et qu'on sait qu'aujourd'hui il y a des milliers de morts et des milliers d'effets secondaires. Et je peux d'autant en parler que je suis aussi l'avocate de groupes de gens qui sont vaccinés et qui ont des effets secondaires. Moi j'ai des gamines de 20 ans qui ont des myocardites. Mais du coup, on parle quand même de la problématique de l'hôpital depuis une semaine ou deux, on en parle dans les médias. Sauf qu'en fait, le problème
due à l'obligation vaccinale est complètement occultée. Parce qu'on dit, ah oui, non, mais on est en manque d'infirmiers, on est en manque de médecins à tel endroit. Mais à aucun moment, on ne cite ce problème-là. Mais il est très grave et très important. Et par exemple, à Avignon, si je ne me trompe pas, il y a plus de 60 suspensions. Il y a l'hôpital de Carpentras, l'hôpital de Cavaillon, c'est-à-dire dans cette même région, il y a un groupe de 4 hôpitaux où il y a des quantités de suspendus. Oui, mais justement, ça passe en dessous des radars. Le plus terrible, c'est que les gens qui sont suspendus, ils ne peuvent pas travailler ailleurs. Parce qu'il y a des gens suspendus qui ne sont pas en arrêt de travail et qui ne peuvent pas travailler ailleurs parce qu'on n'a pas rompu leur contrat. Et c'est la même chose dans le privé. Public-privé, c'est la même chose. Alors que c'est là où on voit que c'est une atteinte totale à la liberté de travailler, la liberté d'entreprendre, la liberté d'être. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, quand il a interdit le licenciement des salariés et des agents publics non vaccinés suspendus, il ne leur a pas fait un cadeau. Parce qu'aujourd'hui, il vaudrait mieux qu'ils soient licenciés, ils contestent leur licenciement, ils contestent leur rupture de contrat, mais au moins, ils peuvent aller manger. Tout à fait. Oui, alors que là, c'est interdiction complète, sauf autorisation des directeurs d'établissement qui, évidemment, ne donnent pas cette autorisation. Bien sûr qu'ils ne donnent pas cette autorisation. Déjà, ils ne leur donnent pas l'autorisation de prendre leurs nombreux congés et RTT. À Avignon, Monsieur Lefebvre, qui est le DRH, refuse de donner les congés payés, les RTT, aux agents suspendus, aux médecins suspendus, etc., au prétexte que ça porte atteinte à la continuité du service. Je ris d'entendre ça. Ils sont suspendus, il n'y a pas de continuité du service de toute façon. Et de me dire de toute façon, je lui dis, mais vous avez vu que la loi n'est pas applicable pour telle et telle raison. Il me répond, moi j'ai pas à lire la loi, c'est pas mon job, je prends mes ordres du dessus. Comment peut-on imaginer qu'un directeur des ressources humaines n'a pas ce rôle de vérifier l'application des textes qu'on lui demande d'appliquer? Alors je lui ai dit, si on vous dit la loi dit qu'il faut mettre une balle entre les deux yeux de toute personne non vaccinée, vous le ferez? Il m'a dit, peut-être pas. Ouais, enfin c'est quand même peut-être. Voilà, voilà où on en est. Moi je suis outrée. Je me bats pour les libertés, je suis outrée. C'est comment on traite ces gens-là. Merci beaucoup. Excusez-moi, sur quelle chaîne vous les diffusez? Alors moi c'est un petit truc qui s'appelle, c'est sur Facebook, ça s'appelle Sur le Vif. D'accord. Voilà. Moi, je suis en train de parler de tous ceux qui interviewent pour aller voir sur le site. Ok, merci. Pardon. Il y a l'interview qu'il a fait de la dame, je ne sais pas qui c'était cette dame. Ça va. Tu vois, il y a du monde, on n'est pas seul. Hein. T'es pas toute seule aujourd'hui, tu On vois. n'est pas seul, tu vois. Le tout, c'est d'organiser des actions ensemble. Hein. Parce que, ben, tu vois, là, c'est que le 84. Hein. Donc, je pense qu'il y a énormément de monde, mais il faut arriver à se retrouver, à se regrouper. Oui, bah là c'est une bonne occasion pour retrouver des gens et d'autres collectifs. Et il y a des gens de Cavaillon, d'Avignon. Beaucoup d'Avignon, oui. Ouais. Et des libéraux, il y a un collectif de libéraux. Non, c'est bien de se retrouver comme ça et de pouvoir discuter de comment ça s'est passé pour elles, comment ça se passe pour celles qui sont suspendues chez nous et de voir qu'en fait on est tous traités. Bah, tout est traité pareil. Là, je discutais avec l'avocate, c'est dramatique quoi, la manière dont les choses sont abordées. Tous traités pareil et quand tu demandes les syndicats chez vous font quoi, ben, ils font rien. Ça alors c'est affolant. C'est affolant parce que même s'ils sont pour la vaccination, ils doivent se dire que c'est une atteinte au statut de la fonction publique ou pour le privé au code du travail et qu'ils ne s'expriment pas pour ça, c'est que c'est affolant. C'est juste affolant.
c'est vraiment un truc, c'est bizarre, cette impression que tu as en fait d'être un paria, toutes les lois sont bafouées, tu n'as même plus droit à la loi, tu n'as pas droit à des aides, pire que si tu étais un criminel quoi. Parce qu'un criminel, il sort de prison, il a des aides. Mais un criminel, surtout, il a droit à un jugement. Exactement. Ce qui n'a pas été le cas. Du jour au lendemain, les soignantes, elles se sont retrouvées à la rue, sans salaire, sans contrat, et sans avoir de possibilité de se défendre. Et à aucun moment, elles peuvent se défendre. Quoi. Exactement. Ça, tu te dis, mais dans quel monde on est quoi. On dirait que... au temps de la peste, je ne sais pas s'ils étaient traités comme ça. Tu n'as plus droit à rien, c'est-à-dire que tu réclames des secours, ben non, si ce n'est les restos du cœur. La justice, elle est bafouée. On n'examine même pas ton dossier comme ils ont fait au tribunal de Nîmes, parce que pour eux, tu as enfreint la loi, mais quoi, quelle loi qui dit que je dois absolument me faire injecter quelque chose contre mon gré? Et en plus, maintenant, il est prouvé que les vaccinés contaminent, peuvent être contaminés et contaminent, puisqu'il y a des clusters. Il y en a un en administration à l'hôpital d'Aix, je pense qu'il y en a plus que ça. Il y en a dans les EHPAD, il y en a eu dans l'hôpital de Bordeaux. Bon, maintenant, ils ne réalisent pas que ce qu'ils font, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais non, mais ils persistent dans leur... Ils sont obstinés dans ce schéma de vaccination et donc... On saura un jour pourquoi. C'est pas pour la santé, c'est pas vrai. Parce que quand tu fermes des lits dans les hôpitaux, tu ne défends pas la santé alors que tu as des soignants qui sont dehors et qui demandent qu'à travailler. On saura le pourquoi. Je ne pense pas que ce soit la santé. Je pense que c'est surtout une affaire de conflit. C'est tout. Voilà. Ah, la photo. Cache-toi. On va te mettre sur la photo. Une belle photo là. Voilà, donc on peut le constater.
Je vous remercie tous de votre solidarité. Je vous remercie tous d'être venus ici. C'est parce que nous nous serrons les coudes et que nous sommes unis que nous arriverons à faire reconnaître le droit de tous. Parce qu'ici, on se bat pour la liberté, mais on se bat aussi pour les acquis. Et vous, les soignants, vous avez des droits. Vous avez le droit d'être malade et de percevoir vos indemnités journalières. Vous avez le droit, si vous êtes suspendu, de recevoir votre traitement comme n'importe quel autre soignant qui aurait commis une faute. Et vous avez le droit que vos dossiers soient lus et étudiés par les juges, parce que je rappelle que le tribunal administratif a été créé par la Révolution pour défendre et protéger le citoyen de l'administration. Et vous êtes victime aujourd'hui de deux administrations, de votre administration hospitalière et d'un tribunal administratif qui ne prend pas en compte votre droit. Parce que ce n'est pas une question de vax ou pro-vax, c'est une question de respecter vos droits. Donc je vous remercie d'être tous venus. Je pense que le tribunal administratif s'est rendu compte de votre mobilisation. Les journaux, la presse est là et vraiment je remercie tout le monde d'avoir relayé cette manifestation. Je vous suggère maintenant que nous levions le site pour une raison toute simple, c'est que le tribunal administratif est fermé, que le greffier, qui est un homme charmant, doit fermer parce qu'il cesse son activité, et donc il nous a laissés tranquilles. Il a trouvé que c'était bien que l'on puisse s'exprimer, et nous le remercions beaucoup. Et donc, on vous tiendra au courant des suites. Vous savez que je ne lâcherai pas, moi et mon assistante Eddie qui est là, nous ne lâchons pas, et qu'on va continuer à mettre en œuvre des procédures, de nouveaux référés suspension, des référés liberté, que nous allons saisir le Conseil d'État. Nous sommes aidés en cela par un cabinet important et très compétent de Paris, qui est le cabinet Lyon-Camp. Donc, ne perdez pas la foi et continuez, on se sortira de cette impasse qui fait une telle misère à nos libertés, et surtout on a besoin de vous tous les soignants, et il faut que les citoyens de la France entière se rendent compte que sans vous, ils peuvent crever. Ça permet, ce petit rassemblement permet de se rendre compte d'une partie de l'étendue du problème, avec ce nombre de soignants et de soignantes ici présentes, et de voir que, en tout cas, les soignantes que nous suivons d'Aix et Pertuis ne sont pas
toute seule. Bien que ce soit une problématique ignorée totalement des médias actuellement et du gouvernement, ça n'est pas anodin.
Voilà, bah, je vous remercie en tout cas après ce direct pour la mobilisation au tribunal administratif de Nîmes. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas évidemment à partager autour de vous. Merci beaucoup. Et bonne fin d'après-midi.